des pharmacies qui existent, mais il y a aussi 2500 pharmaciens qui attendent. Pourquoi il y a un verrou alors qu'une pharmacie se vend aujourd'hui en fonds de commerce 1 million de dinars? Parce que les gens qui sont dans les pharmacies, ils disent non, moi c'est 1 million de dinars, je préfère garder 1 million de dinars. Alors que si on donne 500 licences de pharmacie, ou si on prend les grandes villes et qu'on laisse les gens se développer, ben peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, 3-4 pharmaciens qui s'associent, qui ouvrent une pharmacie. La pharmacie, elle ne vaudra plus 1 million, elle vaudra 800 000 dinars, mais tout le monde sera plus heureux. Et donc il faut qu'on arrive à déverrouiller le système, parce que c'était verrouillé avant. Pourquoi? Parce que c'était un système de clientélisme, etc. Il faut qu'on arrive à déverrouiller et faire en sorte que l'État soit plus un facilitateur qu'un gestionnaire d'argent d'une petite minorité. Et donc c'est important de se mettre dans cet état d'esprit et trouver en fait les mécanismes. Donc il faut qu'on soit très pratique. Il ne faut pas que ce soit juste des débats. On prend le code des investissements et on l'oriente vers là où ça fait mal. Aujourd'hui, ce code des investissements, il donne de l'argent à des gens qui investissent dans la pierre ou qui achètent des machines, et il ne donne pas d'argent à des gens qui investissent dans l'intelligence. Ou alors, même s'il en donne, ce n'est pas appliqué. D'accord? Ça marche, Yanis. Hein. Mais donc voilà, c'est ça les réflexions. Il faut qu'on aille droit au but, qu'on tranche. Et on va laisser les politiciens faire la constituante, etc. Mais c'est très important, en fait, que derrière, on arrive à avoir d'une manière pratique les solutions pour nos enfants, pour nos confrères et pour les gens. Et je vous invite en tout cas à aller tourner un peu dans les régions. Vous allez voir le désespoir et le désarroi dans lequel vivent les jeunes, leurs parents et tous les gens qui sont autour d'eux. Il y a une région que vous connaissez tous qui s'appelle Gasserine. Quand vous arrivez à Gasserine, il y a une route principale. Et je vous assure, vous pouvez prendre une photo, c'est digne d'un western incroyable. C'est style Apocalypse Now. Le meilleur café dans la route principale, c'est un café, tu te dis, c'est pas possible, le centre-ville, c'est pas possible. Et quand vous allez au-delà de cette rue, c'est le désert. Mais les gens là-bas, tout le monde se dit, ah, peut-être je mets le Gasserine, les gens, ils sont très civilisés. Ils sont très civilisés, ils sont très conscients de ce qui se passe en Tunisie. Ils sont très, on va dire, ils reprennent un peu d'espoir, mais un espoir méfiant. Et ils savent en fait qu'on les a roulés dans la farine pendant des siècles. C'est même pas Ben Ali ou la Bourguiba, le Francis ou le Bayet qui nous amené fait. Donc, je vais m'arrêter, je te jure. Non, j'en avais tellement sur le cœur que je vous dis aujourd'hui, il faut vraiment se mettre dans cette mêlée. Pourquoi? Parce que il faut être optimiste. Il faut choisir l'optimisme. Le 15, عباد تكرتش بالكرتوش وهم خرجوا يحميوا في بعضهم. Donc, حتى كي يجينا politicien, franchement, ce peuple-là, il a de la valeur. Et donc, il faut que notre élite, il faut qu'elle se rapproche du peuple, qu'elle pense à ce peuple. Cette élite qui a été divisée pendant des années. Il faut qu'on se rapproche du peuple, il faut qu'on ait confiance dans ce peuple, il faut qu'on se mette les uns avec les autres du même côté de la mêlée et qu'on pousse. Voilà, merci. Le problème, c'est qu'on a envie de l'entendre encore. Mais l'idée aussi, c'est que ce débat soit participatif et que vous donniez votre mot. Donc, il y a juste avant de commencer à poser les questions, vous donner la parole. Donc 1, 2, et 3, s'il vous plaît. J'ai une mémoire de courte. Je tiens juste à repréciser, mettre l'accent sur quelque chose d'important qui a été dit. Même si la révolution a été faite, il en reste d'autres à faire. Ce que vient de dire Wissem, qui est un appel du cœur, me fait penser à un économiste japonais dont je vais vous épargner le nom. Fukushima est passé par là. Globalement, ce qu'il a dit, on lui a posé la question, quel est pour vous comment vous expliquez le miracle japonais? Et il a dit très simplement, c'est 2 générations sacrifiées. C'était un message assez cynique, assez froid, mais j'aimerais pas qu'il se passe la même chose pour nous, pour la Tunisie d'aujourd'hui. Le Japon est passé par une guerre mondiale, 2 bombes nucléaires. Nous, on est passé par des années de vide intellectuel. Mais l'enjeu, ce que je dis, c'est que l'enjeu est un challenge sur la longue durée.
C'est pas en une année, en 2 ans, en 5 ans qu'on va résoudre le problème. C'est en changeant les mentalités. Et en changeant les mentalités également, ça prend des générations. Il faut être vigilant. Il faut donner la chance aux entrepreneurs. Il faut voir comment est-ce que l'État dépense l'argent du contribuable et le rendre de manière efficace. Je ne dis pas plus, je ne dis pas moins, c'est un problème personnel à ce niveau-là. Il faut que le secteur privé aussi assume également une partie des risques et mise sur un vrai partenariat public-privé qui a l'avantage de tout le monde. Il faut que la formation professionnelle reprenne sa trajectoire normale dans le pays, je dirais, et redore son blason pour accompagner tous ces gens qui ont besoin de ça. Et j'arrête parce que je laisse la parole à monsieur pour les questions. Pour les questions, s'il vous plaît, soyez très rapide. 3 phrases, ça pourrait suffire pour formuler une question. Merci beaucoup. Le micro, il y a un micro qui circule. Ce n'est pas une question que j'ai, c'est un constat que j'essaie de donner. C'est Ahmed Mabrouk, c'est d'abord chef d'entreprise, domaine technologie. Le premier, c'est que les entreprises qui ont été citées en success entreprise sont des entreprises qui sont soit totalement exploitatrices, soit elles font la majeure partie de leur chiffre d'affaires sur le marché export. Donc, je vous laisse deviner, ces gens-là, ces entreprises-là, comment elles ont pu, pour convaincre leurs partenaires étrangers à, entre guillemets, sous-traiter en Tunisie. Voilà. Donc, il y a il y a ce qu'on appelle la difficulté de pénétrer un marché étranger. Ça, une. Donc, j'ai pas vu une seule entreprise qui opère sur le marché local. Une. 2, on est tous pleins de bonne volonté pour faire bouger les choses, améliorer les choses, et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs de fois. Deuxième constat que je vais essayer de rappeler, en septembre 2011, on a assisté à des entreprises qui ont disparu en quelques semaines. Cela veut dire que le marché de l'export est important, mais c'est une arme à double tranchant. J'ai décision politique Melfour, et les entreprises, elles ont fermé. C'était des entreprises de plusieurs dizaines, voire centaines d'ingénieurs en 2001. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième chose, c'est qu'on oublie quelque chose. Moi, je pense qu'on oublie quelque chose de fondamental dans ce débat-là, que je vais essayer de rappeler, qui est la chose suivante. Justement, le PPP, le partenariat public-privé. La seule chose, moi, je pense, qui peut créer de l'emploi, c'est le PPP. Il suffit de rentrer dans une administration pour comprendre qu'il y a des choses à faire. Alors, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est pas le besoin qui manque, c'est pas la matière grise qui manque, à Malte, mais ce qui manque, c'est le marché. Il y a beaucoup de projets qui sont viables, simplement, le consommateur de ce projet-là, malheureusement ou heureusement, c'est l'État. Voilà, c'est l'État. Comment vendre un projet à l'État? C'est impossible. Vu la législation actuelle, c'est possible. À Malte, 2004, il y a eu une initiative, je suppose que certains d'entre vous la connaissent. On a fait des réunions, des réflexions dans tous les sens, pendant des mois et des années, pour dire, voilà, on va faire le transport, la santé, l'argent, donc on va s'occuper de ces secteurs-là, et on va créer du PPP, on va donner, on va développer ces secteurs-là chez Massar. Je ne sais pour quelle raison. Donc, il y a des mécanismes de financement. Ça existe, des encouragements. Oui, c'est bien. Bien que, moi, honnêtement, je suis contre donner Haja Blech. Ça ne sert strictement à rien. Merci pour votre intervention. Donc ma proposition est la suivante. Le message est simple. Vous ne voulez pas gaspiller peut-être l'argent du contribuable, c'est une question légitime. Ma proposition est la suivante. Ma proposition est la suivante.
faire rêver le Tunisien pour qu'il soit créatif, pour qu'il soit preneur d'initiative. Il y a un système qui existe dans le monde entier qui s'appelle le Build, Operate and Transfer. Faisons un peu de BOT, même si c'est pour une solution qui permet à l'administration de se moderniser. C'est tout à fait possible. L'administration ne paie rien. On n'a pas besoin de ces millions de dinars, de coûts d'investissement. On va dans tous les sens. On peut faire payer soit l'administration, ce qu'on appelle en cours par transaction. C'est tout à fait possible. La Banque mondiale, il y a beaucoup de banques qui fonctionnent comme ça. Faisons-le à une échelle nationale et microscopique. Ça peut marcher. Et ça peut surtout créer de l'emploi et de la prise d'initiative. Merci. Merci beaucoup. Peut-être, je vais reprendre le micro rapidement. Je le donne à Bilal pour qu'il se prépare. Avant que tu poses ta question, Bilal, s'il te plaît, peut-être une réponse rapidement. On a dit tout à l'heure, on a parlé, et je laisse peut-être le micro à Saad avant, de la destination offshore comme étant une destination compétitive. La Tunisie est une destination compétitive. Et peut-être je vais laisser la parole après à Wissem et à Sinasser, en tout cas pour la partie partenariat public-privé. Si tu veux qu'on développe plus, c'est ça? Oui, en fait, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas te donner plus de détails. La Tunisie est une destination compétitive, ça c'est un fait. Aujourd'hui, quand on se compare au Maroc ou quand on se compare à l'Égypte, typiquement ma société Sungard a décidé d'opter pour la Tunisie. Bon, ça n'était pas fait comme ça. Hein. Bon. C'était fait parce que c'est basé sur des critères objectifs, mesurés, quantifiables. C'est ça la première chose. Deuxième chose, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on va trouver que dans le domaine offshore, on ne parle plus du modèle indien, mais on parle du modèle India Plus. Les gens ne veulent plus investir tous leurs sous mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est pas possible. On ne peut pas que investir en Inde. Donc aujourd'hui, on est pas mal aidé par le fait qu'on ne croit plus à l'Inde comme étant l'exclusif, pas que l'Inde d'ailleurs, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Brésil, comme étant les destinations uniques. Donc aujourd'hui, on veut diversifier. Nous avons des atouts énormes qui sont, la proximité par rapport au marché vertical européen. D'accord ? 2, la proximité, elle peut être géographique et culturelle aussi. Donc, quand on sous-traite en Tunisie, quand on fait... Nous, on ne l'appelle pas offshore, on l'appelle global delivery. Parce qu'offshore, ça dévalorise. Ça fait qu'il y a des gens qui sont dans l'usine et les autres qui réfléchissent et qui font la conception. Nous, on l'appelle le global delivery. Nous sommes partie prenante d'une chaîne de delivery. D'accord ? Donc, en fait, cet axe vertical permet à la Tunisie vraiment de se présenter d'avoir des atouts majeurs. Nous sommes à 1h20 peut-être de l'Italie, à 1h30, 2h de Paris. Enfin bon, ça c'est quand même un atout majeur. Autre chose, et nous sommes en train d'y travailler, même avec Tact, ce positionnement géographique, cette proximité par rapport à l'axe vertical Europe, nous permet même d'attirer l'attention des Indiens. Parce qu'aujourd'hui, en Inde, il y a des sociétés de la taille de Wipro ou Tata qui sont énormes, dont les 200 000 salariés. D'accord ? Ceux-là, ils attaquent bien le marché américain, ils attaquent bien le marché asiatique, mais l'Europe, ils sont très faibles. Et le Français n'aime pas parler avec un Indien. Et dès qu'il commence à parler avec un Indien, il ne comprend rien, il veut raccrocher, il me prend la tête, il ne veut pas. Donc culturellement, il y a un blocage. Et nous pouvons jouer là-dessus pour faire de la Tunisie un relais. D'accord ? On peut, des sociétés type Wipro qui sont à 200 000 salariés, s'ils investissent 2 000 en Tunisie, j'en connais plus d'un heureux. Quoi. Je pense qu'on fêtera tous l'événement. 5 000 salariés, pour eux, c'est une petite décision. Bien sûr, nous devons aussi continuer notre mission au niveau de Tact pour attirer non seulement cet axe vertical, mais aussi des Américains. Et c'est là la grande surprise. Quand Sungard a commencé, elle a commencé sur la base d'attirer des activités européennes. Okay ? Donc en France, Belgique, Espagne, etc. Puis après, nous sommes rendus compte que les Américains, finalement, qui appréhendaient, trouvaient que la Tunisie était une destination vraiment très intéressante. Du point de vue non seulement coût, mais proximité culturelle. On parle anglais, au fait. D'où le fait que dans cette compensation éducative pédagogique qu'on fait dans le cadre de Tact Academy avec Esprit, et la composante langue est fondamentale. Donc l'anglais et le français, c'est fondamental.
Mais c'est un niveau qui n'est pas juste un niveau pour... Il faut savoir écrire un mail, il faut savoir tenir une conversation au téléphone, etc. À côté de la partie technique et technologique. D'accord ? Donc en fait, ce complément d'information ou de formation permet à ces gens d'être, on va dire, offshore ready ou tact ready. On a pris le tact ready, nous. Enfin bon. Oui, c'est un label qui, à mon avis, lui servira, même s'il ne rentre pas chez Vermeeg ou chez HP ou chez Line Data, le fait d'avoir ce tact ready dans son CV, ça voudrait dire qu'il a trois certificats et que c'est très intéressant pour lui. Donc je crois beaucoup à l'offshore, à la Tunisie en tant que destination offshore. Nous pouvons, à mon avis, plus que tripler, quadrupler, parce que nous n'avons toujours pas attaqué le marché américain. Et que c'est là où il y a le véritable marché. Une boîte comme IBM peut monter jusqu'à 10 000 personnes en Tunisie. Parce qu'ils sont 110 000. Ils ont 110 000 en Inde. 110 000. Donc mettre 10 000 en Tunisie, c'est pas... Pardon ? Je confirme ce qu'il dit. Vous savez comment ils ont fait, les Marocains ? Ils ont créé d'abord le besoin chez eux. Et c'est comme ça qu'ils ont attiré les multinationales. Voilà. Ils ont dit, voilà, nous avons des besoins de e-gouvernement, de ceci et cela. Et c'est comme ça que ces grosses multinationales, elles se sont dit, voilà, d'abord, il y a un besoin auquel il faut répondre, d'une, et de deux, dans le cas échéant, on dit, voilà, on demande à ce que la société soit présente, etc. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Voilà. C'était l'objet de ma remarque. Il faut créer le besoin chez nous. Il faut aider les entreprises à se développer d'abord chez nous. Voilà. Merci beaucoup. C'est Nasser Ammar, peut-être une intervention. Si je dois ajouter un commentaire, j'adhère tout à fait aux remarques un peu pertinentes faites par l'intervenant. S'il y a un maître mot à retenir, en fait, parce que peut-être dans la présentation des activités de l'offshore, si on se limitait à ça, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'offshore qui va résoudre les problèmes de chômage. Non, voilà. En fait, le maître mot, c'est décloisonnement. Alors, le décloisonnement tout azimut. Décloisonnement entre l'offshore et l'onshore. Décloisonnement entre l'université et l'industrie. Décloisonnement entre la formation et la recherche. Décloisonnement entre le public et le privé. Décloisonnement entre l'administration et les citoyens. Et si on arrive à attaquer tous les problèmes de l'emploi et du chômage, donc avec ce maître mot décloisonné... Commençons par le local pour faire de l'offshore après. Tapons de tous les côtés. Attaquons à chaque fois où il y a une perspective qui permet de créer des postes d'emploi. Attaquons. Et on ne fait pas de philosophie. Au-delà de l'offshoring, je ne voudrais pas que ça devienne une conférence sur l'offshoring. La Tunisie, en tout cas, ce serait bête qu'elle n'utilise pas son positionnement aujourd'hui géographique ou géopolitique. À côté, à droite et à gauche, à droite, on a la Libye. Et je pense que ça va être des perspectives incroyables pour la Tunisie, vu la posture très fine qui a été prise par tout le peuple tunisien, mais aussi par son exécutif. Et je pense que en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, on a un marché incroyable de 400 millions de personnes qui ont les plus hauts niveaux de dépenses. Si jamais on ne réfléchit pas comme ça, et tout azimut, ce n'est pas uniquement l'offshoring. Et tout à l'heure, je parlais de la santé, je parlais de l'éducation. Oui, l'éducation, on peut devenir un pôle international d'éducation. C'est quoi le problème ? On attire les meilleurs professeurs, les meilleures institutions mondiales de formation et qu'on devienne un pôle. Why not ? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Nous avons des perspectives incroyables dans ce secteur. Mais donc, du coup, quel que soit le secteur, il faut qu'on considère la Tunisie, il faut qu'elle positionnement et qu'on profite de tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que c'est un atout majeur de la Tunisie. Que ce soit avec les Phéniciens, ou avec les Abbasiens, ou avec les Arabes, elle utilisait son positionnement. À chaque fois, vous allez voir que dans son économie, ou dans la culture, elle utilisait ce positionnement-là, et elle a capté toutes les compétences. On se remet dans ce mode-là. Merci Bilal. Une question courte. Oui, une question courte. Donc Bilal Bouraoui, fondateur d'une start-up et responsable du club entrepreneur de la Tuche. Je voulais vous interpeller par rapport à l'entrepreneuriat. Donc à chaque fois qu'on parle de problèmes de long terme, on dit que l'entrepreneuriat, c'est la solution. On peut développer quelques secteurs, ça va résoudre 10% du problème, les 10 000 nouveaux emplois. On peut faire des choses au court terme, qui peuvent apaiser un peu la tension sociale et peuvent créer quelques milliers d'emplois. Mais
Mais bon, pour résoudre le problème dans le fond, il faut réformer l'éducation, la formation professionnelle. Mais il faut attendre 20 ans. Non, c'est plus court. Les gens qui vont passer par ce cursus-là vont être sur le marché. Mais il y a, comme dit monsieur et tout le monde, dit que l'entrepreneuriat, c'est la solution. Donc ma question est simple. Qu'est-ce que vous faites pour l'entrepreneuriat? J'aimerais interpeller les patrons d'entreprise, l'administration et les associations. Qu'est-ce que vous faites, à part héberger quelques entreprises dans vos entreprises, qui reste une initiative intéressante, à part ce qu'on fait dans la TUJ avec nos propres petits moyens de mettre ensemble quelques entrepreneurs? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la solution, c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos plans? Où sont les dizaines de milliers d'emplois? Comment vous allez les créer? Merci. Merci Bilal pour cette question. Je vais peut-être commencer, juste très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, d'abord, on a identifié que le principal problème de l'entrepreneuriat à Tunis, c'est pas le seul, c'était la problématique de l'autofinancement pour les porteurs de projets. Donc, on est allé voir les institutions en charge du sujet. On a fait le BTS, on a fait un diagnostic. On a fait 8000 projets viables économiquement qui ont eu l'autorisation de la BTS, mais non débloqués. Ils n'ont pas d'autofinancement. Les 10%, ils commencent son projet, il ne les a pas. Donc, on a créé un mécanisme avec Wizard al-Maliya pour mettre en place une participation à taux zéro de l'État qui permet à ces gens-là de débloquer leurs prêts et de lancer leur projet. Et ça va concerner 8000 personnes. Et ça, c'est le court terme. D'accord ? Maintenant, sur le moyen terme, il y a, au niveau des parcours professionnels personnalisés, la mise en place d'une formation spécifique pour les entrepreneurs ou les porteurs d'idées. كل واحد في l'étape نتاعو. فما عباد تجي l'idée نتاعها déjà identifiée ou عمل business plan, فما عباد تجي عندها juste une idée. Donc فما tout un parcours pour spécifier l'idée, rentrer dans le business plan, avoir un encadrement, ou فما l'accompagnement jusqu'au financement. Sur le moyen terme. Sur le long terme, l'esprit de l'entrepreneuriat, il faut qu'il soit inculqué aux jeunes sur les bancs de l'école et de l'université. Et il faut mettre les moyens dans cette question-là. Vous dépensez des milliards de dollars ou des milliards de dinars pour créer des emplois pour le court terme, mais l'entrepreneuriat, ça vient aussi avec beaucoup d'investissements et une politique volontaire, véritablement. Les résolutions de quelques problèmes Absolument. Alors en parallèle, comme on a identifié, Fitounes, en fait, la problématique de financement a un gros problème sur les parties amorçage. D'accord ?